King Hill, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 60-90 minutes. C'est un jeu donc principalement quand même pour 2 joueurs. Il y a un mode solo scénarisé avec des petits scénarios, des petites quêtes à accomplir. Mais c'est quand même à la base un jeu en versus où chaque joueur va prendre la tête d'un royaume. Donc vous voyez l'illustration, ça se passe dans un univers fantastique. Un royaume dans lequel il y a des pierres de lune qui sont tombées, donc ouais, une lune un peu magique qui donne des grands pouvoirs. Chaque royaume a sa propre pierre de lune et va vouloir attaquer le château de l'autre pour essayer de récupérer la pierre de lune adverse. Donc ça c'est pour un peu le thème. Donc je vous disais un univers fantastique dans lequel on va recruter des créatures, collecter des ressources, et vous allez voir que c'est un mélange de genres assez spécial, enfin assez inédit je pense. Vous allez avoir de la pose d'ouvrier pour récupérer des ressources, faire des actions, et on va avoir un principe de combat de cartes, un peu à la Magic, où vous allez recruter des cartes avec de l'attaque, de la défense, des petits pouvoirs, qui vont vous servir du coup à attaquer le château de l'adversaire. Donc c'est assez original, et je vous dis tout de suite, c'est un très bon jeu, une bonne surprise. Pour l'instant, pas encore édité en français, un jeu en anglais, avec un peu de texte quand même sur le matériel, vous verrez sur les cartes, mais tout à fait abordable. Donc je vous explique ça. Pour la mise en place, vous avez tout d'abord un grand plateau principal sur lequel on va pouvoir venir faire les différentes actions du jeu. Sur ce plateau, vous allez placer des tuiles d'action supplémentaires, donc il y a des actions qui sont pré-imprimées, je vais vous expliquer après, et il va y avoir des actions qui vont se révéler au fil des tours. Donc des tuiles d'action, au total il y en a 12 dans le jeu, donc de ce type-là. Donc ça c'est le verso, le recto. Vous allez toutes les mélanger et vous allez en placer 9 aux emplacements indiqués, donc vous avez des emplacements ici. Vous les placez toutes face cachée. Donc il y aura 3 tuiles qui seront pas utilisées pour la partie, donc ça va pour renouveler un petit peu les parties. Et pour la première manche, vous allez retourner la première tuile en haut à gauche. Ces tuiles-là, à chaque début de manche, il y en a une nouvelle qui va se révéler dans le sens de lecture, donc de gauche à droite et de haut en bas. Sur ces tuiles, au 3e et 6e emplacement, chaque joueur va placer un pion paysan à sa couleur. Donc vous avez le rouge contre le bleu, hein. Chaque joueur va avoir une couleur. Et ça, donc, ce sont les pions paysans. Je vais y revenir. Ensuite, sur ce plateau, vous allez devoir placer des bâtiments et des personnages à recruter, personnages ou créatures que vous allez pouvoir recruter. Donc la piste de bâtiments est ici, et là, les cartes bâtiments, ce sont celles avec les petits losanges de couleurs. Donc pour le début de la partie, vous allez mélanger toutes les cartes bâtiments vertes. Ces cartes bâtiments vertes, vous allez y ajouter 2 bâtiments jaunes, au hasard. Les bâtiments jaunes, ce sont les bâtiments spéciaux. Il y en aura 2 dans le tas de bâtiments verts et il y en aura 2 à mettre dans le tas de bâtiments bleus. Donc vous mélangez le premier tas de bâtiments verts, ce seront les cartes qu'il faudra utiliser en priorité, et vous allez piocher donc les 5 premières cartes de ce tas. Ensuite vous mélangez le tas de bâtiments bleus, pareil en rajoutant 2 bâtiments jaunes dedans. Tous les autres bâtiments jaunes seront sortis du jeu. Donc il y aura en tout au maximum que 4 bâtiments spéciaux dans la partie. Et ces cartes-là, elles seront utilisées un peu plus tard dans la partie, je vous expliquerai quand. Donc vous dévoilez les 5 premières cartes, ce seront les premiers bâtiments pour la première manche. De la même façon, vous allez avoir donc des cartes à recruter, des personnages ou des créatures à recruter. Donc ça, ce sont ces cartes-ci. Donc là, il y en a beaucoup. Vous les mélangez toutes, et vous écartez seulement les 2 cartes avec un point rouge dessus, donc toutes les autres ont un point jaune. Ces 2 cartes sont des cartes spéciales qui apparaîtront potentiellement dans le jeu ou pas, en fonction des événements qui vont pouvoir se produire. Donc pour l'instant, vous les mettez de côté. Toutes les autres, donc avec le petit point jaune, vous les mélangez, et là, de la même façon, vous en tirez 5 que vous placez en bas du plateau. Ce seront les personnages qu'on pourra recruter au premier tour. Voilà pour le plateau principal. Ensuite, chaque joueur va récupérer un plateau personnel. Donc sur ce plateau personnel, il y a plusieurs choses. Il y a la fameuse pierre de lune. Donc je vous ai dit, chaque château a sa propre pierre de lune. Donc ça, c'est ce qui va vous donner des pouvoirs. En gros, c'est vous allez pouvoir monter sur cette piste. Et quand vous arriverez à 5, vous allez pouvoir déclencher un pouvoir. Je vais l'expliquer après. En début de partie, vous mettez un petit marqueur donc sur le 0. Vous commencez avec 0 force de pierre de lune. Et vous avez en haut la piste de défense donc de votre château, votre muraille. Là, par défaut, vous vous mettez à 14. Là, vous avez la petite lune. Donc vous commencez avec une défense de 14. Ensuite, sur ce plateau principal, vous avez 5 emplacements pour pouvoir construire les bâtiments. Donc des bâtiments au maximum, vous pourrez en avoir 5. Vous pourrez en avoir plus en défaussant des bâtiments précédents, si jamais vous avez besoin de les remplacer. Vous allez avoir votre réserve d'ouvriers ici.
Donc les ouvriers de départ, ce sont des paysans, donc les mêmes qu'on a placés sur le plateau principal là-bas. Vous commencez la partie avec 2 paysans, donc avec ces icônes. Et au fil de la partie, vous allez pouvoir recruter de nouvelles personnes, de nouveaux pions, jusqu'à un maximum de 6. Et vous verrez qu'il y a un principe dans le jeu d'évolution ou de spécialisation, on va dire, des paysans qui vont pouvoir devenir soit des soldats, soit des mineurs, soit des mages, soit des rangers, soit des assassins, soit des sages. Et les sages, c'est des jokers, en fait, ils peuvent prendre n'importe quelle capacité des autres personnages. Là encore, je vais l'expliquer après. Sinon, sur ce plateau personnel, vous retrouvez aussi 3 actions différentes qui sont propres à chaque joueur, du coup, que vous allez pouvoir réaliser. Donc là, j'ai mis qu'un seul plateau pour l'explication, pour ça prend pas mal de place, mais évidemment, chaque joueur a son propre plateau avec exactement la même mise en place. Ensuite, dans le jeu, vous avez 3 types de ressources. Vous avez l'argent, la monnaie, donc des pièces de 1, de 2 et de 5. Vous avez la pierre, donc on dirait un peu de l'or, mais c'est de la pierre. Et vous avez des cristaux. Donc les cristaux, c'est pour la magie. Ensuite, vous avez des petits jetons cœur, ça c'est pour marquer les dégâts qu'il va y avoir sur les unités, qu'on utilisera plus tard. Et il vous reste 2 types de cartes, 3 types de cartes même. Vous avez les cartes magie, donc ce sont les cartes à dos bleu comme celle-ci. Ces cartes-là, pareil, vous les mélangez toutes, et vous les laissez en tas, quelque part accessible sur la table. On pourra en piocher à certains moments. Et vous avez les cartes de pouvoir de la pierre de lune. Donc ces cartes-là, pareil, il n'y en a pas beaucoup, mais vous les mélangez toutes. Et vous les mettez à côté de la piste ici. Et sur cette piste-là, justement, il va y avoir des petits effets, donc des petits tokens, des power tokens, ça s'appelle en anglais. Donc ce sont des tuiles en fait qui vont apparaître dans le jeu. À un moment donné aussi, il y a plusieurs façons de les faire apparaître, qui vont changer un petit peu les règles du jeu. Donc ça peut avoir des effets positifs ou des effets négatifs. Au maximum, il pourrait y en avoir 5 actives en même temps. Et ces tuiles-là, en début de partie, pour l'instant, on n'en met pas, on les mélange et on les met face cachée à côté de la piste ici. Je crois qu'on a fait le tour du matériel. Donc la dernière chose à faire avant de commencer la partie, c'est de donner un personnage. C'est facultatif, ils disent dans le jeu. Pour la première partie, ils le conseillent pas, mais honnêtement, vous pouvez le faire, c'est pas très compliqué. Distribuer une carte personnage à chaque joueur. Donc vous avez des héros en fait. Chaque joueur va pouvoir commencer avec un héros. Alors là, pour le coup, les illustrations elles sont un peu bizarres parce que j'ai l'impression que ils ont mis la tête de personnages existants à la place des têtes des héros. Donc je sais pas si c'est les gens qui ont participé à la création du jeu, je sais pas, mais en tout cas ça fait un peu bizarre. Bon, c'est pas très grave, les autres illustrations sont très chouettes. Ces cartes-là, donc vous en distribuez 2 à chaque joueur, et chaque joueur va devoir en choisir une parmi les 2 et défausser l'autre. Toutes les autres seront pas utilisées pour la partie, donc ça aussi c'est pour varier un peu les parties. Sur ces cartes personnages, vous allez potentiellement pouvoir modifier votre défense de château et votre pouvoir de pierre de lune. Donc lui, par exemple, si vous prenez ce personnage, au lieu de commencer avec 14, vous commencerez avec 13 de défense, et vous aurez un petit point de pierre de lune pour commencer au lieu de 0. Et il faudra regarder, donc lui c'est 14-0, ça change rien, 14-1, 15 et 0. Et ensuite, il faudra regarder les petits pouvoirs que vont vous donner ces personnages. On va regarder ça tout de suite. On détermine ensuite un premier joueur qui prend le jeton premier joueur, et le second joueur, en compensation, va prendre une pièce d'or. Et à partir de là, on est prêt à commencer la partie. Une partie de King Hill va se jouer en un maximum de 9 tours. Chaque tour, donc, c'est représenté par une des tuiles qu'on a placées en début de partie. Donc au premier tour, on en dévoile une, et à chaque début de tour, on en dévoile une autre. Donc dès qu'on dévoilera la dernière tuile, on fait un dernier tour, et s'il n'y a pas eu de vainqueur à la fin de ce tour, on détermine quand même un vainqueur en regardant celui qui aura le plus de défense dans son château. Celui qui aura le plus de défense à la fin du dernier tour sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera celui qui aura le plus de force sur sa pierre de lune. Et s'il y a encore égalité, les 2 joueurs ont perdu. Donc ça, voilà, c'est pour déterminer donc la fin de partie. L'autre façon de finir la partie, la plus logique, c'est si un joueur arrive à détruire la défense du château de son adversaire, donc à amener son marqueur à 0. Dans ce cas-là, il gagne tout de suite la partie. C'est le but du jeu, c'est ça. C'est vraiment de détruire le château de l'adversaire. Dans les cartes personnages de départ, les héros que je vous distribue au début, il y en a un en particulier qui change aussi la condition de fin de partie, c'est Deron, donc le The Overseer. Lui, il fait gagner le joueur dès qu'il atteint 17 points de force sur sa pierre de lune. Donc sachant que le petit marqueur là, on peut le faire passer à 10. Donc lui, son objectif, c'est d'essayer de monter au maximum sur sa pierre de lune pour gagner.
Et sinon, voilà, tous les personnages de départ, les héros, vont avoir des petites capacités. Donc, quand on a un petit sablier comme celui-ci, que ce soit sur ces cartes-là ou n'importe où dans le jeu, ce seront des effets qui seront appliqués à la fin d'un tour. Donc, il y aura à la fin d'un tour une petite phase de fin de tour. Et là, tous les sabliers vont s'appliquer. Donc, lui, on vous dit qu'à la fin de chaque tour, il va gagner une pièce. Ensuite, vous avez des effets avec cette double flèche ici. Ça, ce sont des effets instantanés, c'est-à-dire au moment où vous récupérez la carte, vous appliquez l'effet et ensuite on n'en parle plus. Donc ce personnage, si vous le choisissez en début de partie, tout de suite vous allez pouvoir faire une de ces deux actions, tout simplement. Et ensuite, moi, je vais pas tous vous expliquer, mais bon, lui, voilà, en début de partie, tout de suite vous gagnez une pierre, un cristal de magie et une carte magie. Et vous avez vu que chaque personnage a un petit upgrade. Donc ces personnages-là pourront être évolués pour avoir un pouvoir supplémentaire pendant la partie. Il y a deux façons de les faire évoluer. Ça peut être avec une des tuiles de force de la pierre de lune, ou ça peut être avec une des cartes ici de magie de la pierre de lune. Donc voilà, ces personnages-là, il faudra bien lire ce qu'ils font. Donc certains ont des petites capacités permanentes, d'autres ont des pouvoirs instantanés. Il y en a qui vous permettent d'avoir directement un personnage amélioré au début, au lieu d'avoir deux paysans. Mais là, vous aurez un paysan et un mage directement. Donc ça, c'est le premier truc à regarder. Ensuite, qu'est-ce qui se passe donc à son tour? À son tour, en commençant par le premier joueur, le principe, c'est que chaque joueur va jouer à tour de rôle en utilisant un de ses pions pour faire une action, que ce soit sur le plateau principal ou sur son plateau personnel. Donc on prend un de ces pions et on le place sur le plateau. Les emplacements d'action, ce sont tous les cercles en fait qui sont dessinés. Donc que ce soit sur le plateau, sur les petites tuiles. Il peut même y en avoir donc sur certains bâtiments. Donc vous avez, il y a des bâtiments à construire ici, mais vous avez aussi des caravanes. Donc ça, ce ne sont pas des bâtiments à construire, ce sont des actions, on va dire temporaires, qui vont rester un certain temps, qu'on pourra utiliser aussi. À chaque fois qu'il y aura un petit diamant rouge en dessous du cercle, ça voudra dire qu'un seul joueur pourra faire l'action, c'est-à-dire que dès qu'un joueur s'est placé, l'action est bloquée pour l'autre, et même pour le joueur qui s'est placé, on peut pas le refaire plusieurs fois. Par contre, dès qu'il y a un petit cristal vert, donc c'est le cas ici, là, on pourra y aller autant de fois qu'on veut, quel que soit le joueur. Donc il y a le cas ici, et il y a le cas sur le plateau personnel, tout en bas, pour l'action du mage. Ensuite, le principe, c'est que à chaque fois que le cercle est vide, ça veut dire qu'on peut aller faire l'action avec n'importe quel personnage, que ce soit un paysan, un guerrier, un mage, un mineur, peu importe. Par contre, dès qu'il y a un symbole de personnage bien précis, ben évidemment, il faudra utiliser le jeton correspondant. Donc ici, cette action-là, il n'y a que le ranger, donc ce personnage ici, qui pourra venir se placer. Donc en début de partie, on peut pas y aller. Il faudra faire évoluer ces paysans, leur faire apprendre le métier de ranger. Même chose ici pour les assassins. Et il y a d'autres actions qui apparaîtront au fil du jeu où ce sera bloqué. Et ici, sur le plateau personnel, c'est que les mages qui peuvent venir faire cette action. Autre intérêt donc de spécialiser ces paysans dans un métier particulier, c'est que certaines actions donc qui sont accessibles à n'importe qui, si on y va avec un personnage en particulier, on gagne un bonus supplémentaire. Donc vous voyez, ici on peut y aller avec n'importe qui, mais on vous dit dans l'encadré qui vous explique ce que fait l'action, que si vous y allez avec un mineur, ben, vous gagnez des ressources supplémentaires. Même chose ici, vous y allez avec n'importe qui, mais si vous y allez avec un mage, vous gagnez un cristal supplémentaire. Ici avec le mineur, et il y a d'autres actions, je vous dis, qui apparaîtront. Ben, ici par exemple, si vous y allez avec un mage, vous gagnez aussi une carte magie en plus des 2 cristaux. Donc voilà, il va y avoir un vrai intérêt à faire évoluer ces personnages. Et donc je vous explique tout de suite la première action, qui vous permet justement de faire ça. Ça se passe ici, donc dans la zone d'entraînement. Là, vous allez pouvoir placer un paysan, ou n'importe quel personnage d'ailleurs, sur un des emplacements pour lui faire apprendre le métier qui est placé au-dessus. Donc si vous vous mettez ici, ben, vous allez défausser votre paysan dans votre réserve et prendre un soldat à la place. Donc vous aurez transformé votre paysan en soldat. Si vous vous mettez ici, vous faites la même chose avec un mineur, ici avec un ranger, ici avec un mage, ici avec un assassin. Et à chaque fois, ben, vous gagnerez le petit bonus qui est marqué en haut. Donc les soldats, leur bonus c'est un passif, je l'expliquerai après, mais ça va servir à avoir de la force supplémentaire quand vous allez attaquer le château de l'adversaire, ce qui est marqué là, un peu grisé. Le mineur, quand vous vous transformez en mineur, tout de suite vous pouvez gagner une pierre et au choix une pièce ou une pierre. Quand vous vous transformez en ranger, vous allez pouvoir gagner soit un point de force
sur votre pierre de lune ici, soit faire une action d'exploration, que je vais expliquer après. Si vous vous mettez ici pour transformer en mage, vous gagnez soit un cristal, soit une carte magie. Et si vous placez ici pour devenir un assassin, si vous le faites avec un pion ranger, tout de suite l'assassin redevient disponible dans votre réserve. Parce que normalement, à partir du moment où vous placez un pion, il reste bloqué ici et vous pouvez pas le réutiliser tout de suite. Bon, mais là, cette action, si vous le faites avec un ranger, si vous transformez un ranger en assassin, vous allez pouvoir le réutiliser l'assassin tout de suite. Donc voilà comment on fait évoluer nos personnages. Les personnages, comme je vous dis, en début de partie, on n'en a que 2. Et bien évidemment, on va pouvoir en gagner d'autres. Donc on en gagnera automatiquement un nouveau, donc un paysan, au début du 3e tour, quand on va retourner la 3e tuile, et au début du 6e tour, on en gagnera encore un. Mais ensuite, il y a d'autres moyens d'en gagner. Donc par exemple, vous voyez qu'ici, il y a un bâtiment. Si vous le construisez, vous mettez sur votre plateau, tout de suite, vous voyez, effet immédiat, vous gagnez un paysan supplémentaire, que vous prenez de votre réserve et que vous rajoutez... alors, pour le coup, vous le mettez sur la carte et il sera disponible pour le tour d'après. Vous voyez, sera disponible à la fin du round. Et par contre, on vous dit que si le bâtiment est détruit, vous devez rendre le personnage. Donc c'est un exemple de moyen de récupérer des nouveaux personnages. Et comme je vous dis, au maximum, de toute façon, on pourra en avoir que 6. Donc je vais rapidement passer en revue les différentes actions. Alors pas celles des tuiles, hein, ça je vous laisse les découvrir, mais une fois que vous aurez expliqué les actions du plateau et du plateau personnel, vous aurez à peu près tout compris. Donc cette action-là, elle vous permet de gagner un cristal, et si vous jouez un mage, vous gagnez un cristal supplémentaire. Et quand il y a un emplacement comme ça, on va dire une silhouette de ressources, ça veut dire qu'à chaque fin de tour, on va rajouter un petit cristal supplémentaire qu'on pourra récupérer. Et ça vient se rajouter. Si personne ne fait l'action pendant un tour, au début du tour d'après, on en rajoute encore un, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un principe déjà vu dans les jeux de ressources comme ça. Donc là, voilà, gagner des cristaux. Ici, c'est pour gagner des pierres, donc même principe. À la fin du tour, on va en rajouter un, et si vous allez avec un mineur, vous pourrez gagner en plus une pièce ou une pierre supplémentaire. Ici, c'est pour gagner 3 ressources, donc une ressource de chaque, un cristal, une pièce, une pierre. Si vous allez avec un mineur, vous gagnez une pièce en plus. Ici, c'est pour gagner encore des pierres, et là, à chaque tour, on va rajouter 2 pierres sur cette case. Ici, c'est pour gagner des pièces. Et on rajoute une pièce à chaque tour. Ici, j'ai expliqué, donc c'est pour entraîner ces personnages. Ici, c'est l'action donc qu'on peut faire avec le ranger, c'est l'action d'exploration. Donc cette petite icône là, vous allez faire 2 actions d'exploration. Une action d'exploration, c'est très simple. Vous allez, par icône, retourner une carte de recrutement de personnage. Et vous allez regarder l'icône qu'il y a en haut à droite de la carte. Ces icônes-là, en haut à droite de toutes les cartes de recrutement, ce sont des ressources que vous allez gagner quand vous faites de l'exploration. Donc vous retournez la première carte, vous gagnez un cristal. Vous retournez la deuxième, vous gagnez 2 pièces. Donc vous prenez toutes ces ressources de la réserve, et les cartes ensuite, vous les défaussez. Ça, c'est l'action d'exploration. Ici, c'est uniquement avec l'assassin, c'est l'action vol. Donc vous allez pouvoir voler un cristal, une pierre ou une pièce à votre adversaire. Et en plus, vous gagnez de la réserve une pierre ou une pièce. Et ici, c'est l'action d'assassinat, donc toujours avec l'assassin. Ça va vous permettre, quand vous y allez, de gagner 2 pièces et de pouvoir tuer n'importe quel personnage de votre adversaire à qui il ne reste plus qu'un seul point de vie. On continue avec les actions. Donc ici, cette action-là, vous ne pouvez y aller que si vous n'avez pas le jeton premier joueur. Et quand vous y allez, vous récupérez le jeton premier joueur, justement, avec en plus une pierre et une ressource au choix entre pierre et pièce. Donc c'est pour devenir le premier joueur, pour la manche d'après. Et cette action-là, qu'on peut faire plusieurs fois, c'est l'action qui va vous permettre de recruter des personnages. Donc quand vous placez un personnage ici, vous allez pouvoir recruter, vous avez une carte, donc une des cartes disponibles parmi les 5 ici. Pour pouvoir faire ça, il va falloir bien évidemment payer le coût. Donc le coût des personnages à recruter, il est indiqué sur la gauche de la carte. Donc lui, il coûte 4 pierres, lui, il coûte 3 cristaux et 1 point de force de pierre de lune. Donc il faudra dépenser 1 point de force. Lui, c'est une pièce, un cristal, une pièce, un cristal. Donc là, vous pouvez choisir une de ces cartes, payer les ressources et prendre la carte. Alors normalement au-dessus de votre muraille, mais là on va dire à côté de votre muraille. Et ça vient renforcer votre force pour pouvoir après attaquer le château de l'adversaire et aussi vous défendre. J'explique après le système d'attaque-défense. Donc là on a vu à peu près toutes les actions du plateau principal. Ensuite sur votre plateau personnel, il reste 3 actions. Celle tout en bas, donc qui peut se faire uniquement avec un mage, ça va vous permettre d'aller piocher 2 cartes magie
dans le deck de cartes magie, de les regarder, d'en choisir une à garder, que vous garderez devant vous, face cachée, et de défausser l'autre dessous du tas. Donc c'est pour récupérer les cartes magie, je vous explique après à quoi ça sert. L'action juste au-dessus, c'est l'action de construction. Donc cette action-là, voilà, on peut chacun la faire une fois à son tour. Ça va vous permettre de construire un des bâtiments disponibles sur la piste des bâtiments. Et là, même principe que pour recruter des unités, il va falloir payer le coût qui est marqué en haut à gauche. Donc le plus souvent avec des pierres et souvent de l'or. Donc ici, vous voyez, celui-là, ça coûte 2 pièces d'or et 5 pierres. Quand vous récupérez un bâtiment, vous le placez sur un de vos 5 emplacements. S'ils sont déjà pleins, vous pouvez venir remplacer, vous perdez le bénéfice du bâtiment d'avant. Et les bâtiments, il faut regarder ce qui est marqué en bas. Ça va vous dire à peu près tout ce que vous pouvez faire avec. Certains ont des effets au moment où vous l'achetez, comme celui-ci. D'autres ont des effets permanents. D'autres vont peut-être vous permettre d'avoir des actions supplémentaires, donc il faudra les lire. Je vous lis juste pour exemple ceux qui sont ici. Donc lui, je vous l'ai dit déjà, c'est pour gagner un personnage supplémentaire à utiliser. Lui, à chaque fois que vous utiliserez l'action de vol, vous pourrez voler une ressource supplémentaire à votre adversaire, à partir du moment où vous avez ce bâtiment. Celui-là, à chaque fois que vous ferez l'action du ranger, vous allez pouvoir piocher une 3e carte pour gagner des ressources supplémentaires. Et celui-là, à chaque fois que vous utiliserez un mineur pour aller gagner des ressources, vous gagnerez une pierre supplémentaire. Donc voilà un exemple des premières cartes. Après les bâtiments, il y en a tout un tas. Et j'explique tout de suite pour les bâtiments. Quand vous allez les renouveler, si vous piochez à un moment donné un bâtiment jaune, le bâtiment jaune, il vient pas sur les 5 emplacements, il va venir sur l'emplacement spécial qui est ici. Et il sera lui aussi disponible à l'achat, on va pouvoir le construire. Donc là, les ressources à payer seront marquées en bas à droite. C'est des bâtiments généralement un peu plus forts. Donc celui-là, par exemple, à chaque fin de tour, il vous fait gagner un point de force sur la pierre de lune. Donc c'est plutôt puissant. Et par contre, si jamais on pioche un autre bâtiment et que celui-là n'a pas été pris, l'autre bâtiment va venir par-dessus. Et on pourra acheter que le premier de la pile. Donc ils vont s'empiler là, les bâtiments spéciaux. Et voilà, ils seront disponibles. Dernière action qu'on peut faire à son tour, la plus importante, c'est l'action d'attaque. Donc ça, pareil, on va pouvoir le faire qu'une seule fois par tour de jeu. Donc il va falloir bien préparer son coup. En plaçant un de ses pions sur cet emplacement-là de son plateau personnel. Et ça va nous permettre d'attaquer le château de l'adversaire et ensuite les unités de l'adversaire. Et donc j'explique tout de suite. Quand on fait l'action d'attaque, donc on utilise un de nos personnages, peu importe lequel, on va commencer par déterminer notre force d'attaque. Donc notre force d'attaque, ça va être la force, donc l'icône en bas à gauche des cartes personnages qu'on aura recrutées. Et on va décider quel personnage on veut utiliser pour participer à la bataille. On n'est pas obligé de tous les utiliser, parce que potentiellement ils vont subir des dégâts. Donc admettons, j'ai ces 2 personnages, et je décide de les utiliser tous les 2 pour attaquer. Je vais additionner leurs 2 forces, donc j'ai 4 plus 1, 5 points de force. Et à ça, on va rajouter un point de force pour chaque soldat qu'on aura dans notre réserve de personnages, donc qui soit disponible ou déjà utilisé. Chaque personnage à notre couleur de type soldat nous rajoutera un point de force. En plus de ça, une fois qu'on a déterminé ça, le joueur attaquant va pouvoir décider s'il veut utiliser des cartes magie. Donc les cartes magie, c'est les cartes bleues qu'on récupère ici ou un peu partout sur le plateau. Ces cartes magie, elles peuvent avoir des effets, je les expliquerai après en détail, mais elles peuvent avoir des effets qui vont rajouter de la force d'attaque ou empêcher les ennemis de défendre, enfin des choses qui vont influencer un peu le combat. Donc l'attaquant peut jouer des cartes magie, et ensuite le défenseur va aussi pouvoir jouer des cartes magie. Donc ça c'est la première étape. Une fois qu'on a fait tout ça, le défenseur, lui, va regarder la défense de tous ses personnages. Donc admettons le défenseur a ces personnages-là, il va regarder les points de défense des personnages, et ça va venir se rajouter à la défense de son château. Donc lui, il a pour l'instant 3 points de défense, et à ces points de défense, il va pouvoir venir jouer des jetons, qui doivent être eux disponibles dans sa réserve ici, dans cette case. Et donc chaque jeton joué de n'importe quel type va rajouter plus 1 de défense, à la défense de ses personnages, donc au total. Et si par contre il joue des soldats, ça rajoutera plus 2 de défense. Donc là, admettons, je suis ce joueur et défenseur, hein, j'ai mis qu'un plateau, donc on va faire les deux. Il a ses personnages, admettons, il a 3 points de défense. Si il a encore un soldat disponible dans sa réserve ici, il peut venir le placer ici. Donc ça le bloque, il pourra pas l'utiliser pour le tour d'après. Mais ça lui rajoute plus 2 de défense. Donc il aurait 3 et 2, 5.
Et une fois que ça c'est fait, ben on va faire la différence entre les points d'attaque de l'attaquant et les points de défense du défenseur. Si y a plus d'attaque que de défense, ben le reliquat, ça va être les points perdus sur la défense du château de l'adversaire. Donc admettons, j'attaque ici, j'ai 6 points d'attaque. Mon défenseur, après avoir fait tout ce qu'il voulait, il a 5 points de défense. Ben je mets 1 point de dégâts à la défense du château adverse. Et ça, c'est la première phase d'un combat. Mais c'est pas fini. Une fois qu'on a fait l'attaque du château, c'est le premier truc qu'on fait, ensuite on passe à l'attaque des unités. Donc là, parmi les personnages attaquants, le joueur attaquant va devoir choisir ceux qu'il veut utiliser pour attaquer les unités de l'adversaire. Là, la règle elle est simple. Chaque unité attaquante ne peut cibler que un seul personnage adverse, ou alors on peut combiner plusieurs cartes attaquantes pour cibler une seule carte adverse. Donc là, je vais choisir si je veux utiliser mes 2 cartes pour attaquer un seul personnage, ou si je veux que lui attaque lui et lui attaque lui. Enfin voilà, je fais un peu ce que je veux. Sachant que là, le principe c'est attaque contre défense et que tous les dégâts sont résolus en même temps. C'est-à-dire que là, si je décide d'attaquer avec mon dragon, je vais décider d'attaquer lui. Et avec mon Crystal Seeker, je décide d'attaquer lui. Bon, ben le combat est résolu tout de suite. Vous allez avoir, lui, il va donner 4 points de dégâts à lui, donc il est mort. Lui, il donne 1 point de dégâts à ce personnage, donc il va prendre 1 point de dégâts sur la carte. Lui, il est défaussé. Et là, même chose, ça c'est en simultané, donc elle met 1 point de dégâts sur celui-là, donc il meurt, parce qu'il a qu'un de défense. Et lui, moi, 3 points de dégâts sur celle-là, elle meurt aussi. Donc là, les 2 cartes sont défaussées. Donc là, je vous ai fait sans lire les détails. Et là, on a terminé la phase d'attaque. Donc voilà, ça fait, dans un premier temps, attaque de château. On met potentiellement des dégâts au château. Et dans un deuxième temps, on affaiblit les unités en leur mettant des dégâts ou en les détruisant. Là, vous voyez, sur ce personnage-là, on vous dit qu'il a +1 de force pour chaque pouvoir révélé. Donc les pouvoirs, ce sont les petites tuiles ici. S'il y avait eu des pouvoirs révélés ici, ben, il n'aurait pas eu 1, il aurait eu 2, 3, 4 en fonction du nombre de tuiles qui auraient été révélées. Donc il faut bien penser à lire les petites capacités de chaque personnage. Lui, par exemple, il a +1 de force pour chaque mage que vous contrôlez. Donc les mages, au maximum, on peut en avoir 2. Ça, j'ai pas dit, mais on est limité en spécialisation au nombre de jetons qu'on possède. Donc au maximum, on a 3 soldats, 3 mineurs, 2 mages, 1 ranger, un assassin, un sage. Donc voilà, bien penser à lire les capacités des différents personnages. Le golem de pierre, par exemple, lui, si vous voulez attaquer avec, il vous faut payer 2 pierres à chaque fois que vous voulez attaquer avec. Par contre, en défense, il n'y a rien à payer. Il a ses 3 points de défense. Et bien évidemment, chaque dégât encaissé par les personnages, donc admettons, voilà, ces cartes, elles sont défaussées, elles se sont faites tuer. Là, moi, il me reste ce dragon, mais comme il a pris un dégât, ben, en défense, il a plus que 3 points de défense. Si on attaque mon château, lui, il faudra compter 3 points de défense et pas 4. Donc voilà, j'ai essayé d'être à peu près clair. C'est pas du tout compliqué, hein, mais à expliquer, voilà, c'est un peu tordu. Mais sinon, voilà, c'est le système d'attaque, il est quand même assez rapide, assez limpide. Il faut bien prendre en compte le fait qu'on ne pourra faire qu'une attaque par tour. Donc il faudra essayer, avant de faire ces attaques, de bien s'équiper. Sachant que l'attaque, c'est pas le seul moyen de faire perdre de la défense au château. Il y aura d'autres cartes, donc notamment certains bâtiments ou certaines capacités des tuiles là qui sont pas révélées, qui vont permettre de mettre des dégâts au château directement, donc soit en dépensant des pierres, soit en utilisant aussi des cartes magie. Donc les cartes magie, je vais les montrer tout de suite. Les cartes magie, donc on va piocher, les cartes à dos bleu. On va pouvoir en avoir autant qu'on veut en main, donc on les garde pour nous secrètes, et à tout moment, on va pouvoir les utiliser en action gratuite. Donc c'est-à-dire que avant de jouer ou après avoir joué ou même pendant le tour d'un adversaire, on peut décider de jouer une carte magie. Et le principe, ça va être toujours le même. Les cartes magie, elles sont divisées en 2 parties. Les magies, on va dire un peu faibles, qui coûtent 1 cristal en haut, et les magies un peu plus fortes qui coûtent 2 cristaux en bas. Et dans chacun des cas, vous allez avoir deux choix. Vous voyez, à chaque fois, hop, ça ou ça pour 1 cristal, ça ou ça pour 2 cristaux. Ça ou ça, ça ou ça. Donc ces cartes-là, elles sont quand même assez puissantes. Et je vous dis, vous les utilisez quand vous voulez. Ça peut être donc pour les combats, comme je vous ai dit au début des combats, vous pouvez jouer des cartes magie, mais ça peut être aussi pendant votre tour pour faire telle ou telle action. Dans certaines magies, donc
des exemples. Celui-ci, si vous la jouez pour ce pouvoir, vous allez gagner +1 d'endurance à votre château pour chaque mineur que vous contrôlez. Donc ça permet de regagner de la force. Donc vous allez pouvoir remonter la vie de votre château avec ça. Ça, quand on vous dit donner 2 dégâts à n'importe quelle cible, ça peut être des personnages adverses, ça peut aussi être le château adverse. Donc c'est vous qui décidez. Donc c'est, je vous dis, un autre moyen d'attaquer le château adverse. Sinon ici c'est gagner 2 points de pouvoir sur les pierres de lune. Ici, ça vous donne 2 points de défense à votre château quand vous la jouez. Donc c'est une carte à jouer notamment pour les batailles. Et ici, le personnage ciblé gagne +1 de force jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, il faudra les lire, hein, c'est pas très compliqué, mais ça influence beaucoup les parties et les différentes actions qu'on peut faire. Il me reste à expliquer tout ce qui concerne du coup la fameuse pierre de lune, donc les points de force qu'on va gagner ici, à quoi ça va servir. À partir du moment où on va arriver à 5 ou plus, on pourra payer 5 pour pouvoir piocher une carte de ce tas-là. Donc ça, c'est les cartes, on va dire, surpuissantes. La carte qu'on va piocher, à chaque fois qu'on va piocher une carte dans ce tas, on devra prendre une des tuiles de pouvoir ici et la placer face cachée sur un des emplacements libres. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, sur les cartes qu'on va piocher, ben c'est pareil, on va avoir le choix entre plusieurs capacités, qui sont souvent, on va dire, encore plus fortes que les cartes magie. Donc là, par exemple, on vous dit que vous pouvez regagner 4 points de défense de votre château. Ici, vous allez pouvoir donner 4 dégâts à une unité, ou 3 dégâts au château ennemi. C'est fort aussi. Et là, vous allez pouvoir jouer 2 actions différentes sur le plateau, qui sont pas encore utilisées, à l'exception de l'action entraînement. Donc ça vous permet de faire 2 actions directement sans utiliser de pion. Donc ça, c'est un exemple. Vous avez certaines cartes qui vont être des permanents, donc celle avec un petit bandeau ici. Quand vous la prenez, si vous choisissez de prendre le petit bandeau ici, vous la gardez à côté de vous, la carte, et vous aurez toujours ici vos sorts coûteront un cristal de moins à jouer. Donc ça c'est quand même très puissant aussi. Ici, après avoir joué un sort, vous pouvez donner un dégât à n'importe quelle cible. Donc chaque fois que vous jouez un sort, vous allez pouvoir soit mettre un dégât au château adverse, soit mettre un dégât à un de ses personnages. Ça vous le gardez, et sinon à chaque fois vous avez le choix. Et parfois vous aurez le choix, si la carte vous plaît pas, de piocher une nouvelle carte du même type. Mais dans ce cas-là, vous allez mettre une nouvelle tuile sur la piste ici. Et vous regarderez si la carte vous intéresse ou pas. Ces tuiles qu'on va placer ici, donc on les place principalement à chaque fois qu'on va piocher là-dedans, que ce soit un joueur ou l'autre. Et quand c'est le cas, on les place face cachée, jusqu'à ce que on arrive à remplir toutes les cases. Quand toutes les cases sont remplies, la prochaine carte qu'on va piocher, au lieu de piocher une nouvelle tuile, on va révéler une tuile déjà placée. Et ces tuiles-là, comme je vous ai dit, elles vont avoir une grosse influence sur les règles du jeu. Il peut y avoir des effets négatifs, donc avec un petit encadré rouge, ou des effets positifs avec un petit encadré bleu. Et donc il faudra les lire et faire ce qu'il faut au moment où c'est indiqué. Donc c'est toujours expliqué, je vais en expliquer une ou deux tout à l'heure. Mais avant ça, je vous explique aussi que quand on va finir le deuxième tour, vous voyez que vous avez l'icône aussi de ces tuiles-là qui apparaît entre la tuile 2 et 3. À la fin du deuxième tour, on va tout de suite piocher une tuile du tas ici et la mettre directement face visible. Et on fera la même chose à la fin du quatrième tour. Donc il y aura automatiquement dans le jeu, à la fin du deuxième et du quatrième tour, 2 tuiles qui vont s'activer et qui vont changer les règles du jeu. Donc celle-ci par exemple, elle vous dit que à la fin de chaque tour, donc le petit sablier, c'est à la fin d'un tour de jeu quand tout le monde a fini ses actions, chaque joueur doit payer 3 pierres ou alors leur château va subir 2 dommages. Donc ça, il faudra en tenir compte à partir du moment où la tuile est là. À chaque fin de tour, il faudra avoir 3 pierres en stock, sinon on va prendre 2 dégâts. Ça, c'est un exemple. Exemple positif. Les actions de construction, ici, pardon, ou de recrutement, n'ont plus besoin de paysans pour être activés. C'est-à-dire ça devient des actions gratuites. C'est-à-dire à son tour, ça compte comme une action, mais on n'a pas besoin d'utiliser de jetons. Donc ça renforce un peu la partie, ça accélère un peu la partie. Vous avez aussi la tuile spéciale qui va faire apparaître le super dragon un peu méchant,
qui va venir du coup à la place des bâtiments spéciaux et qu'on va pouvoir venir essayer d'attaquer. Si on arrive à le battre, il vient dans nos rangs, donc ça c'est plutôt fort. Et en plus, il nous fait gagner 2 points de force. Vous avez une petite tuile qui va vous permettre d'upgrader les capacités de votre héros de départ, ce que je vous disais au début de partie. Et après, bon voilà, je vous laisserai les découvrir, il y en a plusieurs, mais ça a quand même un gros impact sur le jeu, ces petites tuiles. Qu'est-ce qu'il me reste à expliquer? À la fin d'un tour, donc, je vous dis, on joue à tour de rôle, on reprend le tour du jeu un petit peu, on joue un personnage, on fait une action. Ensuite, c'est à notre adversaire, il joue un de ses personnages, il fait une action. Ensuite, c'est à nous, et ainsi de suite. Dès que on n'a plus de jetons à jouer, on peut quand même à notre tour continuer à jouer, notamment des cartes magie ou déclencher des effets particuliers. Quand par contre les 2 joueurs ont plus de personnages et n'ont plus rien à faire, on passe à la fin du tour. À la fin du tour, il va se passer plusieurs choses. La première chose à faire à la fin d'un tour, c'est de déclencher tous les effets de fin de tour, donc c'est tous les effets avec un petit sablier. Donc le premier qu'il y a pour tous les joueurs, c'est de gagner 1 point de force. Vous voyez, c'est inscrit sur votre plateau personnel, petit sablier, plus 1 point de force. Donc à chaque fin de tour, on gagnera un petit point de force. Ensuite, il faudra regarder donc dans les unités qu'on a récupérées ou dans les bâtiments qu'on a construits, s'il y a des petits sabliers. Par exemple, lui, il en a un. Il vous dit, à la fin du tour, vous pouvez prendre une unité qui a 1 point de défense, 1 point de vie, et la mettre sous votre contrôle. Donc c'est plutôt fort. Vous allez regarder la défausse des unités et vous allez recruter une unité à chaque fin de tour. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, bien évidemment, tous les joueurs récupèrent tous leurs personnages placés sur le plateau ou sur leur zone d'action de leur plateau personnel et les remettent disponibles dans leur zone de jeu. On retourne la tuile suivante des 9 tuiles de jeu. Et si jamais donc on récupère un personnage au 3e tour ou au 6e tour, on met éventuellement donc les petites tuiles si on est à la fin du 2e tour ou du 4e tour. Et à la fin du 5e tour, vous voyez cette icône ici là, ça vous dit qu'on va défausser tous les bâtiments verts. Donc tout le tas de bâtiments verts, on le met de côté, on s'en sert plus. Et à partir de là, on utilisera les bâtiments bleus. Donc c'est là qu'on fait la bascule entre le vert et le bleu. Et les bâtiments bleus sont un peu plus puissants évidemment, pour accélérer un peu la partie. Enfin, on va nettoyer l'offre de bâtiments et de personnages à recruter. Donc vous voyez que les 2 petits symboles ici donc de refresh, s'il reste des cartes à cet endroit-là, on les défausse. Donc les 2 bâtiments qui sont là, on les défausse si elles sont toujours présentes. Les 2 personnages ici, on les défausse aussi. On fait glisser tout ce qui reste vers la droite et on re-remplit. Parce que oui, j'ai pas dit, les cartes ne sont pas remplacées pendant un tour au moment où on recrute ou on construit. C'est que à la fin du tour que c'est remis à jour. Donc ça, c'est l'avant-dernière chose à faire. Et ensuite, on pense à mettre des ressources sur les emplacements qui nécessitent de rajouter des ressources. Et c'est tout. Ensuite, on repart pour un nouveau tour, en commençant par le joueur qui a le pion premier joueur. On replace nos personnages et on fait ça jusqu'à ce que un château soit détruit ou que ce soit la fin du 9e tour. Et voilà, c'est tout pour King Hill. Donc excellente surprise, vraiment un super jeu à 2. C'est très fluide, hein, c'est assez varié, plein de possibilités, un mélange de, je vous dis, de postes d'ouvriers et d'attaque-défense à base de cartes. Assez inédit. Je pense pas avoir joué à un autre jeu qui ressemble à ça. Les illustrations sont chouettes, le matériel est plutôt pas mal. Comme je vous disais, il y a des modes campagne pour jouer en solo ou en coop. Honnêtement, je les ai pas testés, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Mais en jeu à 2, c'est un super jeu. Donc je vous le conseille. King Hill.